Hello tout le monde, ici AS Merveille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous lire certains contes de ce livre qu'on avait commencé ensemble en soft spoken. Donc c'est la première fois que je fais ça, j'ai peur que ça rende assez mal, je vous avoue. N'hésitez pas à me faire des retours. Donc c'est parti. Histoire numéro 31, la révolte du stylo. Et maintenant, la dictée. Comme d'habitude, Yvon sentit la peur l'envahir. Nerveusement, il saisit son stylo. Du moins, il essaya. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il tapa sur la table, ratant à chaque essai le stylo bleu qui lui échappait, en roulant à droite ou à gauche. « Cela suffit, Yvon, dit la maîtresse. C'est mon stylo qui s'enfuit. » Quand un stylo perd de l'encre, on dit qu'il fuit, pas qu'il s'enfuit, corrigea-t-elle. Tu le copieras 10 fois. Yvon baissa la tête, n'osant la contredire. Bien fait, fit une voix tout bas. Yvon sursauta. Il aurait parié que c'était son stylo qui venait de parler. Oui, c'est bien moi, marmonna ce dernier comme s'il devinait ses pensées. Ça alors, s'exclama le garçon. Il regarda tout autour de lui, mais personne n'avait rien remarqué. Commença le stylo. Moi aussi je parle. Oh, vous les ciseaux, arrêtez donc de me couper la parole, râla le stylo mécontent. Vérifiant que la maîtresse regardait ailleurs, Yvon chuchota. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui, toi, fit le stylo fâché au tube de glu. Ah non, rétorqua celui-ci d'une voix pincée, c'est toujours moi qui m'y colle. Alors le stylo virevolta et déclara à Yvon. Voilà ce qu'il y a, j'en ai ras-le-bol. À chaque dictée tu me mâchouilles, tu me fais tomber par terre ou tu m'écrases. Mais je ne le fais pas exprès, murmura le garçon, tout penaud. Je ne veux pas le savoir, moi je fais grève. Les crayons de couleur intervinrent. Allons, il ne faut pas voir tout en noir. C'est vrai, reprit Yvon, je te demande pardon, mais c'est la dictée qui me stresse. Bout d'heure, le stylo ne répondit pas. La règle glissa alors jusqu'à lui en disant « Il faut tirer un trait sur le passé. Yvon est désolé, et personne ne peut rien faire sans toi. » Le stylo bleu bafouilla. « Arrête, tu me fais rougir. » La règle continua. « Et puis, tu pourrais même l'aider. C'est vrai que les mots, ça me connaît, sourit le stylo. » Il se tourna alors vers Yvon. « Écoute, je m'occupe de l'orthographe, et toi, plus de coups dedans. Ça marche ?»« Ça marche, » fit Yvon, enchanté. D'un bond, le stylo lui sauta dans la main. Tant mieux. En réalité, nous les stylo-billes, on n'aime pas s'effacer. Depuis ce jour, Yvon ne fit plus de fautes et ne redouta plus jamais les dictées. Il y a la pluie qui s'est mise à tomber, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc on continue avec l'histoire numéro 32. 2 Indiens au bout du monde. Le grand chef Aigle Vif galopait à travers la prairie depuis plusieurs jours. Il poursuivait le chef d'une tribu ennemie et brandissait sa hache de guerre en criant « Renard agile, je vais te scalper !» Soudain il s'arrêta. Renard agile avait disparu. Il aperçut alors l'entrée d'un tunnel entre 2 rochers et s'y engagea. Quel voyage! Aigle Vif trotta pendant 1 mois dans ce tunnel. Chaque jour, il collait son oreille contre le sol et entendait les sabots d'un cheval résonner devant lui. Alors il criait « Renard agile, je suis derrière toi !» Lorsqu'il déboucha enfin au grand jour, il était devant de hautes montagnes couvertes de neige. « Où suis-je » s'exclama-t-il. « En Himalaya » répondit un vieil homme aux yeux bridés qui se tenait assis là. « Mais l'Himalaya n'est pas en Amérique ?» Le vieux sage hocha la tête. « Non, ton pays est à l'opposé d'ici. Ce tunnel vous a fait traverser la terre à ton ami et à toi. »« Mon ami » s'écria Aigle Vif. « C'est le pire ennemi de ma tribu. Rien ne m'empêchera de le scalper. » Et il repartit aussitôt. « Prends garde au Yéti !» lui cria de loin le vieux sage. Mais Aigle Vif ne comprit pas. «
Quelques minutes plus tard, un grognement terrible fit sursauter l'Indien. Un gigantesque singe noir fonçait sur lui. C'était le Yéti. Effrayé, le cheval d'Aigle Vif se cabra et jeta son maître au sol. L'Indien se croyait déjà perdu lorsqu'une flèche vient se planter devant les orteils du Yéti. Paniquée, la bête s'enfuit dans la montagne. Aigle Vif se frotta les yeux en voyant Renard Agile s'approcher de lui, son arc à la main. « Pourquoi m'as-tu sauvé la vie ?»« Nos tribus se détestent depuis la nuit des temps, répondit Renard Agile. Mais quand deux Indiens se retrouvent seuls au bout du monde, ils sont frères devant le danger. Les deux chefs enterrèrent leurs haches de guerre et reprirent ensemble le chemin de l'Amérique. Dès lors, la paix régna entre leurs tribus. Histoire numéro 33. Dans le sillage de Gurik. Depuis des semaines, perché sur la falaise, Gouel, le goéland, scrute l'horizon. Son frère Gurik est parti avec d'autres goélands pour une partie de pêche. N'est pas rentré. Il ne reviendra pas, lui dit-on chaque jour. Alors je pars à sa recherche, décide Gouel en s'élançant. D'en haut, il distingue bientôt les plongeons d'un cormoran. « As-tu vu une bande de goélands » lui demande-t-il. « Oui, ils ont pêché par ici et sont repartis vers le sud. » Gouel poursuit sa route et redescend bientôt vers une baleine à bosse pour l'interroger. « Ils ont redécollé lorsque la tempête s'est levée, dit-elle. Je les ai vus s'éparpiller et disparaître dans les nuages noirs. » C'est là qu'il a perdu les autres, pense Gouel, le cœur serré. Plus loin, des otaries confirment. Oui, il était seul. Nous l'avons remarqué car on ne voit jamais d'oiseaux si loin des côtes. Il avait l'air faible et perdu. Il visait le nord, mais il a obliqué vers l'est. Gouel vole depuis plusieurs jours sans rien manger car il n'a plus la force de pêcher. Il n'ose même pas se reposer en flottant sur l'eau. Les requins ne feraient qu'une seule bouchée de lui. Un jour, la tempête se lève. Gouel, épuisé, essaie de chercher les bons courants pour planer sans effort. Hélas, les rafales le rabattent impitoyablement vers l'océan déchaîné. Soudain, il distingue un chalutier. Les hommes sont aussi dangereux que les requins, pense le goéland. Mais c'est ma dernière chance. Et il se laisse tomber sur le pont, incapable de bouger. Une grosse main l'attrape. Il essaye de la mordre, mais l'homme maintient son bec fermé, l'emporte dans une cabine et l'installe dans une caisse. Chaque jour, Gouel reçoit sa ration de poisson. Il n'a plus peur et accepte les caresses sur son plumage. Un matin, on le sort de sa caisse. « Le voilà bien retapé, » dit son bienfaiteur. « On peut le relâcher, comme l'autre à qui on vient d'enlever le bandage, » répond une voix inconnue. À l'autre bout de la cabine, Gouel reconnaît alors son frère qui s'ébroue et déploie l'aile que les marins ont soignée lorsqu'il a percuté le chalutier. Un soir de tempête. Les deux goélands se précipitent l'un vers l'autre en poussant des cris de joie. « C'est incroyable !» s'exclame Gurik. « À 1 mois d'intervalle, la tempête nous a menés vers le même bateau. »« Je savais bien que je te retrouverais !» s'écrie Gouel en claquant du bec. On passe à l'histoire numéro 34, Décroche-moi la lune. Le chevalier Arthur est amoureux de la princesse Tania. « Princesse, voulez-vous m'épouser » demanda un soir le chevalier. Le cœur de Tania ne bat que pour lui, mais elle répond « Arthur, décroche-moi la lune et je suis à toi. » Et elle s'enfuit. Pour décrocher la lune, il faut grimper en haut d'une montagne, déclare Arthur. Et monté sur Aurore, son fidèle destrier, il se dirige vers le sommet de l'aiguille noire. Il franchit les rivières, saute par-dessus les falaises, escalade les rochers. Après 3 jours et 3 nuits, il parvient tout en haut, mais la lune semble toujours aussi loin. Pour décrocher la lune, il faut que je m'envole sur un oiseau, pense Arthur. Et il décide d'apprivoiser un aigle qui a fait son nid sur une corniche. Après 3 jours et 3 nuits, l'oiseau accepte de l'emmener. Arthur s'accroche à son cou et il s'envole dans la nuit, de plus en plus haut. Mais quand le matin arrive, la nuit semble toujours aussi loin. Et l'aigle redépose le chevalier près d'Aurore. Pour décrocher la lune, il faut vraiment avoir des super pouvoirs, se lamente Arthur en prenant lentement le chemin du retour. Le soir venu, Aurore s'arrête pour boire dans une mare. La lune se reflète dans l'eau et étincelle de 1000 feux. Voyant cela, le chevalier galope vers le château le plus vite possible. « Princesse, dit-il en arrivant le lendemain,
Vous m'avez demandé la lune, elle brillera cette nuit dans votre palais. À la nuit tombée, Arthur a fini d'installer des miroirs face aux grandes fenêtres de la salle de bal. La lune brille dans le ciel, se reflète sur chaque miroir et illumine toute la salle. La princesse Tania descend alors l'escalier royal, vêtue d'une merveilleuse robe en soie, dont la longue traîne argentée couvre les marches. Arthur, tu es un amoureux parfait. Ce soir, je te prends pour mari. Et au moment où les amants se disent oui pour la vie, les invités voient tout là-haut dans le ciel la lune leur faire le plus doux des clins d'œil. Histoire numéro 35, feu d'artifice pour un anniversaire. Grand branle-bas sur l'île des pirates. On fête les 7 ans de Nazaire, le fils du chef. Pour préparer cet anniversaire, son père a envoyé les navires dans toutes les directions. Les voilà qui rentrent chargés de butin. Des malles de jouets volés, des caisses de bonbons pillées. Aristide le Terrible, le parrain de Nazaire, a même capturé un voilier pour que son filleul s'entraîne à commander son premier bateau. Mais ce voilier n'est pas vide. Le chef des pirates voit débarquer 3 prisonniers, un papa, une maman et leur fils. Il interroge l'enfant. « Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu » ? « Armand et j'ai 7 ans, répond le petit garçon, pas très rassuré. « Par le crâne de mon drapeau noir, ça tombe bien, tu feras un ami pour Nazaire. » Armand se serre contre ses parents. Il n'a pas envie de devenir le copain d'un pirate. « Courage Armand, essaie de nous sauver, » souffle son papa. Quelques heures plus tard, Nazaire se promène avec Armand entre des montagnes de cadeaux. « Je suis gâté, hein ?» Armand hausse les épaules. « Bof, il manque un feu d'artifice à ta fête. Pour mes 7 ans, j'en ai eu un qui s'est vu à plus de 1000 kilomètres. » Nazaire sent la jalousie lui monter au nez. « Papa, je veux un feu d'artifice, moi aussi. » Le chef des pirates est embêté. Aujourd'hui, il s'est promis d'exaucer le moindre caprice de son fils. Alors il souffle un ordre à l'oreille d'Aristide le Terrible. Quelques minutes plus tard, une explosion fait trembler toute l'île. Aristide a fait sauter le dépôt de munitions. Des fusées multicolores montent en bouquet vers le ciel. Nazaire est ébloui. Armand lui sourit. Sa ruse a réussi. Depuis le continent, en effet, les soldats du roi voient l'explosion. Ces fous de pirates ont fait sauter leurs munitions. C'est le moment d'aller les attaquer. Ils embarquent aussitôt sur des navires de guerre et foncent droit sur l'île. En les voyant arriver, les pirates se précipitent vers leurs canons. Seulement, ils n'ont plus un seul boulet à tirer. Et leurs sabres ne peuvent pas grand-chose face aux carabines des soldats. Après une courte bataille, les voici tous capturés. Nazaire tire son père par la manche. « Papa, on ne va quand même pas partir en prison tout de suite. Je veux d'abord souffler mes bougies. » Mais il reçoit un regard noir, si noir qu'il n'insiste pas trop. Histoire numéro 36, la grenouille en gelée. Chers amis, je vous invite à venir goûter ma grenouille en gelée, ce soir à minuit. Apportez une spécialité de chez vous. Isnogudurn, la sorcière. Yippie, s'exclame Killy, la sorcière américaine. En lisant ses mails, ma cousine islandaise m'invite à un dîner international. Vite, elle s'empare de son grimoire. Voyons ma recette de cookies. Du lait de bison, des pépites de scorpion. Zut, je n'en ai plus. Il faut que j'aille voir Zounia. À tous les coups, elle en aura. Elle saisit sa baguette dans sa robe en jean. Baguette magique, allons en Afrique. Et elle atterrit au marché devant Zounia, la marchande de scorpions grillés. J'ai besoin de pépites pour ma recette, explique Killy. En voici un bocal entier, sourit Zounia. Et toi, tu aurais un boa frais pour ma tarte de ce soir? Non, mais demanda Yamaka. À tous les coups, elle en aura. Les 2 sorcières sortent leurs baguettes. Baguettes jolies, allons en Asie. Et elles arrivent dans la cuisine de Yamaka, occupée à cuire des nids d'araignées. Yamaka offre un magnifique boa à Zounia et les 3 sorcières finissent de préparer leur plat. Elles sont tellement absorbées qu'elles ne voient pas minuit passer. Zut, nous sommes très en retard, s'exclame soudain Killy. Baguette gourmande, allons en Islande. Et elles atterrissent chez Isnogudurn. Ah, vous voilà enfin, s'exclame-t-elle. Je suis désolée, en vous attendant, j'ai mangé toute ma grenouille gelée. Mais Killy, Zounia et Yamaka sortent les cookies aux pépites de scorpion, la tarte au boa gluant, les nids d'araignées confits, et le festin commence. Une toute petite grenouille verte saute alors sur la table. 4 baguettes se dirigent vers elle et une seconde après, une magnifique grenouille en gelée trône sur la table.
Elle a un petit goût exotique, déclare Isno Gudurn en la goûtant. C'est ça la cuisine internationale. Histoire numéro 37. Sauf qui crabe. Et surtout, mes chéris, faites bien attention aux enfants. Oui, maman, soupire Crabe Bleu. Ne t'inquiète pas, ajoute Crabe Rouge. Chaque été, c'est la même chose. Quand arrivent les vacances, maman Crabe se fait un sang d'encre à l'idée que ses petits se fassent marcher dessus par de terribles enfants. Crabe Bleu regarde sa mère du coin de l'œil. Elle s'est installée sous le gros caillou. Elle ferme les yeux. C'est sûr, elle va faire une petite sieste. Et si on en profitait? Crabe Bleu se tourne vers son frère. Je vais faire une expédition dans les rochers. Tu viens? J'arrive. Crabe Bleu et Crabe Rouge filent vers les rochers là où on trouve de délicieuses petites crevettes. Mais pour y arriver, ils doivent zigzaguer entre les gens étendus sur leurs serviettes. Crabe Rouge vient juste de contourner un sac de plage quand soudain une femme hurle. Hi, un crabe! Je le veux, fit une voix d'enfant. Catastrophe. Crabe Rouge est saisi par une pince et plongé dans un seau en plastique. Au-dessus de lui, un énorme visage sourit d'un air que le petit crabe trouve effrayant. Regarde, maman, j'ai attrapé un crabe, je vais lui donner de l'eau. Splash! Une cascade tombe sur la tête de Crabe Rouge. Le petit crabe se retrouve noyé sous un litre d'eau salée. Pendant ce temps, Crabe Bleu terrifié se cache sous un râteau. Que peut-il faire pour sauver son frère? L'immense petit garçon verse maintenant du sable dans le seau. Quelle horreur! Crabe Rouge va s'étouffer. Lucas, laisse cette bestiole tranquille, soupire sa mère. Mais le garçon prend des algues et les fourre dans le seau. Tiens, Crabe, mange. Ce n'est plus possible, il faut agir. Tiens bon, Crabe Rouge, j'arrive. N'écoutant que son courage, Crabe Bleu court vers Lucas, les pince en avant et lui pince la cuisse. Lucas sursaute et renverse le seau. Aïe, aïe. Hurrah, Crabe Rouge est libéré. Vite, les frères foncent à toute pince vers la mer, mais Lucas s'écrie. Vilain crabe, je vous aurai. Armé d'une épuisette, le garçon se lance à leur poursuite en poussant un cri de guerre. Les crabes courent, ils passent près d'une fillette en train de faire des pâtés. Elle tente de leur donner un coup de pelle. Paf! Mais heureusement, les deux frères sont rapides. Ils filent sur le côté. Enfin, ils arrivent à la mer. Ils plongent dans les vagues. Ouf, on ne risque plus rien. Quelle erreur! 2 pieds sautillent autour de Crabe Bleu et Crabe Rouge, soulèvent du sable et des chapelets de bulles. C'est Lucas qui les cherche, son épuisette plonge dans l'eau, les crabes tentent de l'éviter. Ils avancent à l'aveuglette et quand l'eau redevient claire, ils aperçoivent les rochers, le paradis des crabes. Il était moins une. Prudemment, les frères sortent de l'eau. Ils jettent un coup d'œil vers la plage. Lucas a abandonné la chasse. Il est avec sa mère et mange un beignet. On est sauvés, souffle Crabe Rouge. Les crabes s'installent dans une petite flaque au calme. Ils sont tellement épuisés qu'ils n'ont même plus envie de pêcher des crevettes. Quand ils rejoignent maman crabe, elle vient juste de se réveiller. Tout va bien les enfants, vous avez été sages? Très sages, mon Crabe Bleu. Maman, soupire Crabe Rouge, l'été prochain pour les vacances, on pourrait aller à la montagne? Je suis vraiment désolée, c'est le déluge dehors. À tous les coups, je ne vais même pas pouvoir vous sortir cette vidéo. Mais bon, je la continue, on verra bien. Histoire numéro 38. Des messages dans le ciel. Dans la tribu, Panache Blanc était chargé de veiller sur le feu. Personne n'aurait jamais osé dire que ce qu'il faisait ne servait à rien. Mais à côté des Indiens qui chassaient le bison, de ceux qui partaient à la guerre ou qui combattaient les esprits mauvais, Panache Blanc faisait pâle figure. Personne ne le remarquait, et encore moins les jeunes indiennes. Or, Panache Blanc était amoureux. Elle s'appelait Rosée du matin, et ses yeux étaient les plus beaux du monde. Hélas, elle ne le regardait jamais. Panache Blanc chercha longtemps comment se faire remarquer d'elle, et lorsqu'il trouva enfin une idée, il s'exerça patiemment. Et puis un jour... Regarde, cria Hérelle sauvage, à Rosée du matin, alors qu'elles allaient puiser de l'eau. La jeune indienne tourna les yeux vers l'endroit qu'indiquait son ami. Au-dessus du campement, des nuages de fumée s'élevaient dans le ciel bleu. Chacun avait une forme différente, un bison, un oiseau, une fleur. « Comme c'est joli !» s'exclama Rosée du matin. Elle regagna aussitôt le campement en courant. Là, debout près de son feu, une couverture à la main.
Panache Blanc jouait avec la fumée et dessinait dans le ciel. « Comment fais-tu cela » lui demanda Rosée du Matin, intriguée. Panache Blanc rougit violemment, bredouilla quelques mots embarrassés, puis, retrouvant ses moyens, lui expliqua comment il faisait. À partir de ce moment-là, Rosée du Matin ne passa plus un seul jour sans aller s'asseoir auprès du feu avec Panache Blanc. Pour elle, ce dernier imaginait quantité de dessins de fumée toujours différents. Un matin pourtant, la jeune fille fut surprise de constater que Panache Blanc ne dessinait qu'une seule et même chose avec sa fumée. En effet, une multitude de cœurs blancs envahissait le ciel. Rosée du Matin regarda Panache Blanc en rougissant. « Veux-tu m'épouser » lui demanda timidement le jeune homme. Rosée du Matin eut à peine le temps de lui sauter au cou pour dire oui, que déjà une foule d'Indiens arrivait de toutes les tribus alentour. « Nous avons vu des cœurs dans le ciel, se réjouissait-il. Nous avons pensé qu'un mariage se préparait et nous voilà. » Panache Blanc et Rosée du Matin se marièrent l'après-midi même. Et depuis ce jour, Panache Blanc ne cessa plus d'envoyer des messages de fumée pour communiquer avec les autres tribus. Histoire numéro 39. L'ours amoureux du ciel. Ouchi, l'ours blanc et noir, était amoureux du ciel. Aussi, quand arriva le moment de trouver une grotte pour passer l'hiver, il n'hésita pas. Il élut domicile dans une caverne dont le plafond était percé d'un large trou. Même allongé, il pouvait continuer de voir le ciel. Le premier jour, Ouchi ne dormit pas et garda les yeux fixés sur la voûte céleste. Le deuxième jour, il donna un nom aux nuages et aux étoiles. Mais le troisième jour, l'ours eut sommeil. Il était temps pour lui de dormir pendant tout l'hiver. Ouchi s'installa confortablement dans sa grotte et attendit le sommeil. En vain. Le trou dans le plafond apportait trop de lumière. Même la nuit, la lune et les étoiles éclairaient sa caverne. Très fatigué, Ouchi partit à la recherche d'une nouvelle grotte. « C'est occupé, lui répondit-on. Il n'y a plus de place. » Toutes les grottes alentour étaient déjà prises, et personne n'avait l'intention de se serrer pour accueillir un nouvel occupant. C'est alors que Ouchi buta sur un drôle d'objet fait de 2 disques noirs reliés par un fil de fer. « Qu'est-ce que c'est » se demanda-t-il. Après avoir regardé l'objet dans tous les sens, il le posa sur son ventre, sur sa tête, sur ses pieds et finalement sur son nez. « Fabuleux » hurla-t-il alors tout excité. Il ne voyait presque plus rien. Voilà qui allait lui permettre de dormir malgré la lumière. Vite, l'ours blanc et noir retourna à sa caverne. Il s'allongea, mit l'étrange objet sur son nez et s'endormit aussitôt. Lorsqu'il se réveilla, quelques mois plus tard, Ouchi avait admirablement bien dormi. Mais quand il retira les lunettes de soleil, car c'en était, elles avaient déteint sur sa fourrure blanche. Il garda ses marques noires autour des yeux et plus tard, ses enfants eurent les mêmes. Ainsi apparurent les premiers pandas, grâce à un ours, amoureux du ciel et à une paire de lunettes. Dernière histoire, histoire numéro 40, Miss Princesse 1762. L'élection de Miss Princesse 1762 se tenait dans le petit royaume de Landeronde. Comme tous les ans, des princesses du monde entier s'y pressaient dans l'espoir de porter la couronne. La sélection de Dame Guenièvre, qui veillait sur cette élection, était fort sévère. Une princesse trop ronde, trop petite ou bien bossue n'avait aucune chance d'être choisie. Cependant, pour Dame Guenièvre, le physique seul ne suffisait pas. Elle recherchait les princesses les plus délicates, celles qui se tenaient correctement à table et qui savaient traverser une flaque d'eau sur un mouchoir sans mouiller leur robe. Des princesses dignes de ce nom, en somme. Le jour de la cérémonie, Dame Guenièvre accueillit les heureuses d'élues. Les princesses étaient grandes, belles, bien élevées et intelligentes. Une seule faisait exception. Gwendoline était très belle, fort intelligente, d'une politesse rare, douée pour la musique, mais elle était petite, beaucoup trop petite. En la voyant, Dame Guenièvre plissa son nez. Si cela n'avait tenu qu'à elle, Gwendoline n'aurait jamais été admise à l'élection. Toutefois, la petite princesse était la fille du roi de Landeronde, et cela lui avait permis d'être sélectionnée. La fête de Miss Princesse 1762 commença donc. Les jeunes filles défilèrent dans des tenues somptueuses. Elles récitèrent des poèmes, jouèrent de la harpe et dansèrent le menuet. Gwendoline s'en tirait fort bien malgré sa petite taille. Pourtant, elle savait que cela ne suffirait pas et qu'elle repartirait sans couronne. En effet, lorsque Dame Guenièvre annonça les résultats, elle déclama « Constance, princesse de Savoie et Miss Princesse 1762 ».
En entendant son nom, Constance se sentit mal. Gwendoline, qui se tenait à ses côtés, la soutint et l'aida à avancer. Mais quand Dame Guenièvre posa la couronne sur la tête de Constance, ce fut trop d'émotion. La princesse de Savoie s'évanouit subitement. La couronne vacilla, tomba et atterrit sur la tête de Gwendoline. Bien sûr, Gwendoline ne porta la couronne de Miss Princesse 1762 que quelques minutes, mais les peintres venus pour immortaliser l'élection s'y trompèrent. Et tous les tableaux qui relatent l'événement représentent Gwendoline avec la couronne de Miss Princesse 1762 au plus grand agacement de Dame Guenièvre. Et voilà, j'ai terminé donc cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours pour me dire ce que vous pensez du soft spoken. C'était la première fois et je verrai bien ce que ça va donner au montage. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Et on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos.